massage, produits naturels, bougies auriculaires, cours d'initiation au massage. Toutes ces disciplines étaient à la fois nombreuses et variées, mais néanmoins pas suffisamment rémunératrices pour me permettre de subvenir à nos besoins. Je devais donc continuer à travailler avec Marcella. Cependant, plus les années passaient, plus ma hanche gauche me faisait souffrir. Lorsqu'il y avait un endroit où il était nécessaire d'égaliser un terrain à l'aide d'un râteau, j'étais toujours l'homme de la situation. Pourtant, ce travail ne nécessitait presque aucun effort, et Marcella aurait pu facilement le faire elle-même. Cependant, chaque personne possède un talent particulier dans son domaine. Et pour ce qui était du nivellement des sols et de l'égalisation, elle me considérait comme étant le plus compétent. Raison pour laquelle elle préférait parfois faire des travaux moins intéressants et plus pénibles en me laissant cette spécialité. Et il est tout à fait exact que j'aimais beaucoup ce travail. Une raison sans doute qui peut expliquer pourquoi je le faisais si bien. Pourtant, ce travail ne me convenait pas physiquement. Les légères rotations que j'effectuais sur mes hanches étaient suffisantes pour provoquer une inflammation très douloureuse à ma tête fémorale. Pour avoir du travail, Marcella n'hésitait pas parfois à offrir ses services à des paysagistes. En obtenant ainsi des sous-contrats, ses bénéfices en étaient automatiquement réduits. Mais par contre, son entreprise demeurait active. En 1990, Marcella fit la connaissance de Paul Picard. Cet ancien agent de la GRC s'était tourné vers l'horticulture. Homme déterminé et sûr de lui, il avait de nombreuses relations dans le milieu de la construction. Raison pour laquelle il n'avait aucune difficulté à obtenir des contrats. Dans le courant du mois de juin, il engagea Marcella pour une plantation gigantesque à l'arrière d'une luxueuse propriété située sur la Côte d'Azur, un quartier chic de Gatineau. Nous allions y passer près d'un mois, à 4 employés. Durant ce travail, lorsqu'il m'arrivait de me relever et de regarder mon entourage, je dus constater à plusieurs reprises que Paul me regardait travailler. Comme j'étais très à l'aise dans ce genre de travail, je n'y attachais aucune importance. Bien au contraire, j'éprouvais tellement de plaisir à jongler avec les manches d'outils que j'en étais aussi fier qu'un enfant que quelqu'un regarde. D'un coup de pied sec, je faisais voler une pelle dans les airs et d'une main, je la réceptionnais. Pour ramasser un râteau sur le sol, il me suffisait de glisser la pointe de mon soulier sous le manche et tout en regardant les nuages dans le ciel, en repliant brusquement le genou, le râteau était soulevé du sol et se retrouvait dans ma main. C'était ma façon de travailler, sans devoir me plier le dos et les jambes pour ramasser les outils à terre. Je me facilitais la tâche et en même temps augmentais ma rapidité. À ma façon, j'étais moi aussi à l'aise qu'une dactylo sur un clavier d'ordinateur lorsqu'elle tape 200 mots à la minute, avec tous les doigts de ses mains.
Un jour où je travaillais seul sur le terrain en compagnie de Paul, ce dernier vint vers moi et me posa cette question. « Ça te tenterait de travailler pour moi? Je bosse avec Marcella depuis 1986. Ce serait pas mal salaud de la laisser tomber pour venir bosser avec toi. » Ouais, mais elle n'aurait pas de difficulté à trouver quelqu'un d'autre. Elle se trouverait pas seule longtemps. Tu lui dis que tu veux venir bosser avec moi et qu'elle regarde pour trouver quelqu'un. Et sitôt qu'elle a quelqu'un, on peut commencer ensemble. Ça te payerait. Elle te paye combien? J'ai $10 de l'heure. Moi, je suis prêt à t'en donner 15. Mais je te retiens pas tes impôts et ton AVS. Tu t'en occupes toi-même. Je te paye à contrat. En plus, j'ai une entente avec elle. Je fais des massages et je donne des cours. Quand j'ai un massage, le surlendemain, je lui dis « Tel jour, faudra pas compter sur moi avant 10 heures. J'ai un massage en matinée. » Et elle est d'accord. Il n'y a pas grand monde qui accepterait ça. Bah, ça me dérangerait pas. La seule chose, faudrait aussi me le dire 2 jours avant, que je sache à quoi m'attendre. Bon, je vais y penser et je te donne une réponse demain. Mais au fait, si c'est si facile de trouver de la main-d'œuvre, pourquoi tu mets pas un article sur le journal? Ou demande au centre d'emploi, t'aurais sûrement quelqu'un moins cher que 15 $ de l'heure. Ah, ça, évidemment. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui connaisse le métier et que je sois pas toujours obligé de surveiller. Ça fait déjà un moment que je te regarde bosser et c'est un gars comme toi qu'il me faut. J'étais à la fois honoré et ennuyé par sa proposition. Il est vrai que la vie m'avait appris à penser à moi en tout premier, puisque tout le monde fait de même. Mais au fond de moi, le sentiment de reconnaissance était très fort. Marcella était une amie, et je me sentais mal à l'aise de la laisser tomber uniquement pour une question d'argent. D'un autre côté, même si le dieu argent est la source des plus grandes tragédies et des plus grands malheurs en ce bas monde, on n'a guère le choix, et on est obligé de travailler pour lui, que ça nous plaise ou non. Ainsi donc, le jour même, je parlais avec Marcella de la proposition de Paul, et lui demandais si elle pouvait augmenter un peu mon salaire pour me permettre de rester en sa compagnie. Mais sa réponse fut négative. Ce n'était pas de mauvaise foi, mais il lui était tout simplement impossible, même de me donner 11 $ de l'heure. Elle devait d'ailleurs me faire comprendre que lorsque je touchais 10 $ de l'heure, pour elle-même, c'était en somme 14 $ de l'heure qu'elle devait débourser. Car les frais associés à tout personnel travaillant pour un employeur n'étaient hélas pas donnés. Cependant, Marcella était une vraie amie et comprenait où était mon intérêt. Elle me fit savoir que si je désirais rentrer au service de Paul, elle ne m'en voudrait pas. Et elle ajoutait que si un jour je désirais revenir travailler avec elle, j'aurais toujours ma place et je serais le bienvenu. Car d'après elle, Paul ne pourrait pas s'offrir mes services bien longtemps à ce prix-là. Et c'est comme cela que j'entrais au service de Paul Picard. Paul était beaucoup mieux équipé au niveau machinerie que Marcella. De ce fait, les travaux n'en étaient que plus faciles et beaucoup plus rapides. Mais en revanche, il semblait obtenir beaucoup plus de contrats dans la fabrication de galeries, de patios et dans la pose de pavés unis que dans la création paysagère proprement dite. Ce genre de travaux me plaisait. Loin de moi l'idée de m'en plaindre. Mais en ce qui concernait mon état physique, j'allais être forcé d'admettre que ce genre de travaux aggravait considérablement la détérioration de ma tête fémorale, de mon côté gauche. Ce fut lors de la réalisation d'un sentier en pavé uni que j'eus l'impression d'avoir franchi le point de non-retour. Paul et moi, cette semaine-là, avions pour mission de créer un sentier au contour d'une maison située sur une petite côte de la ville de Buckingham. L'accès n'était pas facile, et nous étions forcés de monter tous les pavés unis, ainsi que le gravier, en haut de la côte, à l'aide de la brouette. Après 2 jours de travail intense, à devoir soulever et pousser des centaines de kilos sur la brouette, je ne pouvais plus marcher, sans avoir l'impression d'avoir une pointe de couteau dans l'os iliaque.
je fus contraint de pratiquement rester couché à longueur de journée et me faire plusieurs heures de galvatonie chaque jour. Aussitôt que j'en fus capable, je pris rendez-vous à l'hôpital de Gatineau avec le docteur Papadopoulos, orthopédiste. Découragé de souffrir depuis tant d'années, je lui demandai d'intervenir et de remplacer mon articulation osseuse par une prothèse. Mais sa réponse ne fut guère encourageante. « Vous ne pouvez vraiment plus marcher ?» « Ces derniers jours, non. »« Vous êtes venu comment à l'hôpital ?» Décidément, je ne le trouvais guère sympathique. J'ai toujours détesté souffrir et il venait de remettre de l'huile sur le feu. Sans utiliser de ton agressif, mais au contraire plutôt naïf, je lui posais tout de même cette question. « Si j'avais demandé une consultation à la maison, vous seriez venu ?» Il fut évident que ma question le mit mal à l'aise. En réponse, il resta sur ses positions. « On n'opère pas facilement. Lorsque vous ne pourrez vraiment plus marcher, là on n'aura pas le choix. Pour le moment, je vais vous envoyer en radiologie et ensuite on verra. » Le lendemain, je passai en radiologie afin de connaître les conditions exactes de mes têtes fémorales. Et une semaine plus tard, je retournai en consultation auprès du docteur Papadopoulos. « Alors j'ai reçu vos radios, et effectivement votre tête fémorale est usée. Mais sa condition ne nécessite pas encore une opération. Vous faites quoi comme travail? » « Je travaille dans le paysagement. » « Oh, ça c'est le genre de travail qu'il vous faudrait mettre de côté définitivement. Tous travaux physiques où vous devez soulever ou porter du poids, vous devriez oublier ça. C'est pas pour vous. Et si vous pouviez aussi perdre un peu de poids, ce serait une bonne chose. » Ben voyons. Dans le fond, il ne me demandait pas grand-chose. Quasiment d'arrêter de travailler, et au lieu de prendre des kilos avec mon inaction, il me fallait plutôt en perdre. En somme, il aurait voulu le beurre et l'argent du beurre. La logique et lui ne semblaient pas être nés le même jour. J'étais furieux, en colère et sans travail, car devant mon incapacité à pouvoir satisfaire à ses besoins, Paul fut contraint de se passer de mes services. J'avais beaucoup de difficultés à accepter ce qu'il m'arrivait. Mon plus grand désir était de gagner ma vie avec la massothérapie. Mais comme tous les massothérapeutes de la région, je devais me rendre à l'évidence et reconnaître que l'on ne peut pas vivre uniquement de notre profession. Alors chiche, j'allais pratiquer également mon premier métier. « Non, » disait la médecine, « votre état de santé ne le permet plus. » Alors, que me fallait-il faire? Ou encore, qu'avais-je fait au bon Dieu pour mériter cela? Toutes les portes semblaient se refermer devant moi. Sans ma prime d'assurance pour ma perte d'odorat, il nous aurait été impossible de régler toutes nos obligations financières. Plusieurs fois par année, je devais demander à maman de me faire parvenir quelques centaines de francs pour payer nos factures. Je devais hélas revenir sur ma décision de n'utiliser cet argent uniquement que pour mes plaisirs dans la vie. Durant cet automne de 1990, après quelques semaines d'inaction et malgré ma condition physique précaire, je décidai tout de même de procéder à l'aménagement paysager de notre maison, le 38 de la rue Montreuil. Puisque nous avions enfin notre propre maison, j'allais mettre un point d'honneur à rendre ces alentours dignes de mes connaissances et compétences professionnelles. Pour cela, j'avais carte blanche et aucun patron pour me dire quoi faire et comment le faire. Tenant compte de la dénivellation déjà existante du terrain, j'allais la respecter pour ainsi éviter d'avoir, tout comme les autres propriétés avoisinantes, un terrain plat et sans aucun relief. Après avoir scié la moitié des dalles de ciment qui recouvraient initialement mon devant de maison, j'allais m'en servir pour créer une bordure à l'asphalte de mon stationnement. Ensuite, il n'était pas question pour moi de laisser comme devant de maison une simple butte de gazon à l'état vierge.
Mes diverses expériences dans la création de rocailles m'incitaient une nouvelle fois à remettre ça. Plus perfectionniste que jamais, j'étais persuadé cette fois que j'allais réaliser un véritable chef-d'œuvre. Pour commencer, j'allais passer de nombreuses heures dans la forêt des montagnes de la Gatineau à la recherche des plus belles pierres existantes. Certaines possédaient des plaques de biotite, semblables à de très minces plaques de verre. D'autres étaient bien décorées d'une multitude de cristaux aux couleurs différentes. Amazonite, effluorine, cristal galène, calcaire cristallin, etc. Ces pierres, de toute évidence, avaient été rongées au fil des siècles et des millénaires. Et sur certaines, l'humidité de la forêt avait commencé à former de la mousse d'un vert tendre et moelleux. Cette recherche allait me prendre des semaines, voire des mois, mais le résultat fut magnifique. J'avais recherché les plus belles pierres et les avais trouvées. Afin ensuite de les transporter jusque chez moi, j'avais demandé l'aide de Stéphane et de Marcella. Sans le véhicule à Marcella, le poids ainsi que le volume de ces pierres auraient exigé 1001 voyages avec ma voiture. Et sans aucun doute aussi que la suspension de ma Hyundai Excel aurait vécu ces derniers jours. Quant à Stéphane, son amour du métier ainsi que son amitié étaient pour moi sans limite. Il avait pour moi beaucoup de considération quant à mes connaissances professionnelles. Comme il avait beaucoup de difficultés à s'exprimer rapidement, dans un monde où rien n'est assez rapide, il n'avait donc pas beaucoup d'amis. De mon côté, j'avoue avoir dû très souvent faire de gros efforts pour ne pas m'énerver en travaillant avec lui. Mais je suis aussi forcé de reconnaître que, mis à part cette difficulté à s'exprimer, en plus de son impressionnante instruction, il possède également de très bonnes qualités. Raisons pour lesquelles, dans les moments difficiles, je développais en moi l'une des rares qualités que je possède, la patience. Lorsque j'eus transporté sur place toutes les pierres nécessaires, je pus enfin ériger ma 4e rocaille, et de loin la plus belle de toutes. Place you can go.
YMCA.